Bienvenue dans Capsule, le concentré d'expertise dédié à la gestion de fortune en Suisse. Dans ce 5e épisode, nous nous intéresserons à la relation du gestionnaire de fortune avec les nouvelles clientèles. Comment évolue le rôle du Relationship Manager, le RM? Que signifie l'expérience client au sein d'une banque 100% online? Quelle est la place du responsable d'investissement dans la relation clientèle? Avec nous pour répondre à ces questions et aborder les thématiques de la banque en ligne, du défi pour le RM et du capital humain, 2 experts, 2 invités. Bonjour à vous, Steve Albantineo, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Esti Dweck, bonjour à vous. Bonjour Elsa. Commençons par vous, Esti. Vous avez rejoint FlowBank le 1er octobre en qualité de Chief Investment Officer, CIO. À la tête du département Recherche-Marché, vous êtes responsable pour la banque de la politique d'investissement. Vous avez effectué votre carrière dans le secteur bancaire chez Natixis Investment Manager. Steve, vous êtes le fondateur et CEO d'Assertive Group, spécialisé dans la résolution de situations complexes avant qu'elles ne se transforment en conflits. Exactement. Depuis 20 ans, vous alternez les rôles de gestionnaire, conseiller de confiance pour des familles, des célébrités, des banques et aussi des gouvernements. Vous étiez RM chez HSBC, puis à la tête d'un multifamily office. Comment voyez-vous l'évolution du métier et du rôle du Relationship Manager, le RM? Le métier a bien changé. Et il y a eu, pendant quelques années, une démultiplication du nombre de banques à Genève. Et cela a fait que le niveau, la qualité est devenue relativement basse, avec beaucoup de banques étrangères qui ont investi dans le private banking pour pouvoir, bien sûr, taper sur un environnement qui avait des revenus à l'époque, qui avait des marges qui étaient très importantes. Et ça a fait baisser la qualité du gestionnaire de fortune de base, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 70 ou 80, où les banques privées étaient très très hautes. Et finalement, ces banques-là se sont désinvesties, beaucoup ont quitté la Suisse, et on a vu vraiment une séparation entre ce qui est le family office, qui va être la vraie gestion de confiance avec un conseiller. Certains gestionnaires ou RM peuvent aussi avoir ce rôle. Et la partie vraiment financière, où le client qui a lui-même appris sur les marchés financiers, en fait, qui s'est lui-même auto-appris à gérer l'ensemble des classes, va pouvoir, lui, aller vers des gens comme Esti qui vont s'occuper bien plus de l'investissement direct et être bien moins basé sur la relation de confiance qu'on peut avoir avec quelqu'un. Et on a vu le trend vraiment se séparer, où il y a vraiment maintenant les 2 écoles. À votre avis, le banquier privé doit-il revenir à un rôle plus traditionnel, peut-être, en se positionnant comme un gestionnaire de fortune? Déjà, gestionnaire de fortune, c'est délicat comme thème. Parce que qu'est-ce que la gestion de fortune? La gestion de fortune, comme on l'exprimait il y a peut-être 20-30 ans en arrière, c'était le gestionnaire de la relation qui s'en occupait, qui avait derrière des départements qui allaient lui donner quelques informations. Mais on a pu se rendre compte que ces gens-là devenaient des généralistes et que finalement, les marchés sont devenus déjà bien plus transparents, mais bien plus complexes. Et qu'aujourd'hui, quand on voit le travail que fait Esti dans toute la recherche qu'elle fait, mais dans les nouvelles qu'elle donne, le travail de fond est absolument fondamental pour arriver à sortir des vraies informations, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus imaginer que les marchés vont se comporter de la même façon que dans le passé. Donc pour ça, on a besoin de gens qui étudient les marchés en permanence, qui sont entourés, eux, d'analyses financières de chacune des classes d'actifs pour pouvoir donner une vraie analyse de comment est-ce que le marché pourra être dans le futur, puisqu'on est tous, que ce soit dans la finance, mais aussi dans d'autres industries, on est tous dans des industries qui évoluent et qui changent. Et pour ça, aujourd'hui, faire confiance à un généraliste, comme pour un médecin généraliste qui ne sera jamais le scientifique, c'est un risque colossal, en fait. Le rôle se complexifie aujourd'hui. Absolument. Esti, je cite votre CEO. « Notre métier premier est de nous imposer avec notre technologie et ce que l'on appelle l'expérience client. » Charles-Henri Sabet, le fondateur de FlowBank, dans une récente déclaration dans la presse économique suisse. Esti, que signifie l'expérience client chez FlowBank, une banque 100% online?
Alors, je crois que ça reste la même chose, que ce soit une banque digitale, numérique ou une banque plus traditionnelle, c'est la facilité d'obtenir ce qu'on veut. Donc, l'avantage, on va dire, de la numérisation, c'est qu'on peut enlever énormément d'obstacles à nos clients vers les investissements, vers ce qu'ils ont envie de faire dans leur portefeuille ou avec leur banquier. Donc, l'expérience client, c'est vraiment de pouvoir faire un investissement en 4 clics. Pas besoin de faire des coups de téléphone, des visites, des explications, des justifications. On a donc la technologie, comme Monsieur Sabel a mentionné, qui permet donc en fait de faciliter ça. Et au final, je pense que Steve vous le dirait, on aimerait la simplicité, on aimerait ne pas se compliquer. Et après, je sais qu'on y reviendra certainement plus tard, mais dans mon rôle aussi, l'idée, c'est de donner confiance aux clients, aux investisseurs pour pouvoir faire leurs investissements avec conviction. Une attention très particulière a été mise quant au choix du nom de la banque. Chez FlowBank, comment s'exprime le flow, justement, le flux en français, dans la relation avec le client? Vous parliez du 4 clics pour l'investissement. Alors déjà, l'idée en fait derrière Flow, c'était plutôt quand on réfléchit à un sportif d'élite qui se met, comme on dit, dans le flow, dans la concentration et que quelque part rien ne peut le perturber. Alors l'idée, c'est que nous, on essaye de simplifier tout le processus d'investissement et donc de gestion de son portefeuille, mais qu'on aide justement nos clients de nouveau à être dans le flow quand eux, ils font leurs décisions d'investissement ou autres avec leur portefeuille. Mais diriez-vous que la relation client chez FlowBank est personnalisée? Elle peut tout à fait l'être. Alors de nouveau, là, c'est peut-être la différence avec certaines des banques traditionnelles, c'est que le client a le choix. Si nous avons donc des équipes de sales, des équipes de service client. Si nos clients ont une personne, on va dire, de prédilection ou une personne avec qui la relation se passe très bien, ils auront toujours cette personne au bout du fil. La relation va se créer. Donc, on essaye d'avancer du RM pur, et je pense que dans les banques traditionnelles aussi, on essaye d'enlever un petit peu de l'importance du RM qui était le seul contact de la clientèle. Donc, je pense que ça, on le voit comme trend partout dans l'industrie. Par contre, ce n'est pas parce que c'est online qu'on ne peut pas avoir la relation humaine et ce contact si on la cherche, si on la souhaite. Si on n'en a pas envie et qu'on se dit « je sais ce que je veux, je sais ce que je fais », on fait tout simplement comme on a envie grâce à la technologie. Mais dans le retail et aussi pour la clientèle institutionnelle, donc la différence se fait entre ces deux catégories. Tout à fait. Alors, il y a différentes catégories d'investissement. Il y a du retail, donc du plus petit, souvent dit peut-être un petit peu moins sophistiqué. Et là, on a tout ce que nous, on a appelé donc ce Learning Center. On a tout un centre éducationnel qui est vraiment à vocation, de nouveau, d'apprendre, d'aider et de construire la confiance des investisseurs pour qu'ils sachent le faire tout seuls. Dans l'institutionnel, ça a tendance à être des plus gros montants et donc un petit peu plus de sophistication. Ils vont peut-être aller chercher d'autres informations, peut-être plus de ce que mon équipe produit, donc la partie un peu plus simple qui est peut-être plus retail, la partie un peu plus sophistiquée avec des vues, avec des idées. Et puis après, on a aussi tout ce qui est corporate, donc ça peut être des plus petites banques, du multi-family office aussi, ce qu'on appelle traditionnellement à Genève le tiers gérant, qui pourrait travailler avec nous. Donc on peut tout à fait s'adapter, et ça, je pense toute banque doit s'adapter à la clientèle qu'il a en face de lui. Et cette clientèle, justement, quel est le type de clientèle particulière chez FlowBank? On a un mélange des trois. On a vraiment un mélange. L'idée, c'est... alors, c'est un terme assez utilisé, mais un peu la démocratisation de l'investissement, donc l'accessibilité, si c'est un terme, à la majorité de nos clients. Donc ça s'adresse un petit peu plus au retail, de leur dire, il n'y a pas besoin d'avoir des 1000 et des 100 pour pouvoir faire de l'investissement, que l'épargne, souvent, ça commence aussi en faisant des investissements. Et donc, c'est ce côté accessible et en plus simplifié avec la partie online. Les autres clients, après, quand on a peut-être plus d'argent, on demande peut-être, on a d'autres envies, d'autres besoins, mais de nouveau, c'est une banque à part entière, donc on peut s'adresser à tous les besoins de nos différents clients. Dans une banque digitale, la fonction RM n'existe pas. On a beaucoup parlé d'investissement, l'importance de l'investissement. À votre avis, les rôles de Chief Investment Officer et de Chief Commercial Officer peuvent-ils être cumulés et adressés par la même personne? Alors, c'est une question relativement complexe parce que ça va dépendre du profil de cette personne. On se rend bien compte qu'il y a des profils différents. Le vendeur, le sales, ne sera certainement pas un spécialiste ou un analyste financier. C'est difficile de leur faire peser la même responsabilité, surtout quand on arrive à devoir prendre des décisions.
Donc la réponse serait non, très certainement pas. Mais quand on est dans des établissements qui s'occupent de clients, on doit aussi s'adapter aux clients. Et je vais prendre un exemple peut-être un peu simpliste, mais le Kindle n'a pas enlevé le livre. Et qu'aujourd'hui, on a besoin de banques différentes, on a besoin de personnes différentes. Il y a des gens qui vont aller vers une banque digitale, qui auront aussi une banque traditionnelle, et qui vont prendre quelque chose dans la banque digitale qu'ils n'auront pas dans la banque traditionnelle. Et ce sera complémentaire. Nous, dans notre métier, la négociation, on travaille beaucoup sur la complémentarité. Parce que moi, qui suis quelqu'un qui travaille principalement sur le capital humain, je ne pourrais absolument pas avoir les informations qu'aurait Esti. J'ai besoin d'avocats, j'ai besoin de personnes qu'on va appeler peut-être les cerveaux gauches, qui sont toute cette catégorie des très rationnels, parce qu'eux vont nous donner des informations qui, dans mon monde, je n'aurais déjà pas le temps, et peut-être même pas la capacité d'apprendre. Donc, c'est difficile de toujours vouloir donner une place juste parce qu'il y a plein de places pour plein de stratégies différentes. Et effectivement, certains clients, je suis persuadé que les sales de FlowBank sont des gens qui ont les capacités du sales, qui sont empathiques, qui savent gérer une relation et qui pourraient, dans ce cas-là, peut-être avec un tout petit peu moins d'attention que le banquier privé, mais qui était devenu relativement lourd. Esti l'a dit, aujourd'hui, les banques essayent d'enlever un tout petit peu l'exclusivité du client au banquier privé. Donc finalement, on peut très bien avoir des sales qui vont s'occuper de façon empathique, de façon respectueuse de toute la relation pour comprendre exactement quel est le besoin. On parlera d'objectifs communs partagés plus tard et c'est important. Donc la réponse serait oui. D'un point de vue de profil, il est difficile d'avoir une personne qui a les deux casquettes, surtout quand ça devient un peu intense, quand les marchés vont corriger ou difficile. Là, effectivement, on doit, et bien plus intéressant de s'appuyer sur un spécialiste ou une spécialiste qui va, dans ce cas-là, nous donner vraiment le contenu validé et non pas une espèce de suggestion de généralité, de dire oui, les marchés pourraient peut-être, on peut plus. Aujourd'hui, on peut vraiment plus avoir ces généralités. Vous êtes CIO chez FlowBank, vous fournissez avec votre équipe de recherche une série d'informations, d'analyses, dont un commentaire de marché journalier à une communauté qui dépasse les clients stricto sensu de la banque. Diriez-vous que l'information, la recherche, l'analyse et le partage de convictions, on l'a vu, sont devenus le nouvel Eldorado pour la clientèle actuelle ou pour les nouvelles clientèles? Alors, je pense qu'il y a deux aspects, comme le disait Steve. Il y a l'aspect relationnel qui va toujours rester. Après, ce qu'on voit, c'est que tout le monde, ou presque, a envie d'investir. C'est devenu quand même trendy. Tout le monde, les gens ont envie de faire quelque chose avec leur épargne. On a quand même quelques énormes sociétés dans le monde où tout le monde pense que ça serait peut-être pas mal d'en avoir un petit peu. Ça devient des conversations qui sont beaucoup plus communes que ce qui était le cas il y a longtemps. Moi, je le remarque, si je peux être à un dîner ou à un apéro, et puis les gens vont essayer de me parler des marchés ou d'un titre ou d'un événement ou de choses comme ça, ce qui n'aurait pas du tout été le cas, je pense, il y a encore 10 ou 15 ans. Donc ça, c'est de nouveau là, ça s'est popularisé, ça s'est démocratisé, mais c'est une bonne chose. Donc oui, l'information, les gens en ont envie, et ils en sont friands. Nous, on essaye comme disait Steve, il y a tellement d'informations qui est disponible. Nous, on essaye de leur condenser ça en quelque chose qui est gérable. Donc, une newsletter le matin qu'on peut lire en 3 à 4 minutes. On fait une petite vidéo de 2 minutes aussi. Donc, on n'a même pas besoin de lire si on n'a pas envie. Et après, on va de ça, donc avec donner les informations clés qui peuvent faire bouger le marché et donc qui peuvent avoir un impact sur leur portefeuille, à des choses qui seront de nouveau un petit peu plus poussées, un petit peu plus analytiques, peut-être plus niche, plus avancées sur un sujet en particulier. Mais je pense qu'on voit ça même dans les banques traditionnelles, avec l'évolution justement du RM qui était au centre de tout, et maintenant ce partenariat entre RM et soit conseiller en investissement, soit CIO, soit autre. Chacun a son rôle, chacun a son expertise, et on essaye d'amener tout ça aux clients. Mais l'important, je pense, de l'information et de l'investissement, oui, elle ne fait que grandir dans le monde d'aujourd'hui. Elsa, si je peux me permettre de donner un exemple. Aujourd'hui, les marchés montent. Ils montent depuis longtemps, presque 13 ans. Quand on conduit une voiture, si on est en ligne droite et qu'on appuie sur l'accélérateur, ça va aller très très vite. Mais c'est la voiture qui fait la différence. Aujourd'hui, c'est le marché qui fait la différence. Vous achetez quelque chose, vous avez acheté quelque chose il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans. Votre performance, que vous soyez professionnel ou pas, elle sera positive. Qu'est-ce qui va se passer le jour où on connaîtra, comme on l'a connu il y a un peu plus de 10 ans en arrière, des vraies périodes de correction ou des périodes de correction comme le Japon
l'a connu, où on passe à plus d'une décennie de bear market. C'est là qu'on voit le bon pilote, c'est où est-ce qu'il freine, comment il tourne, comment est-ce qu'il va se comporter quand la voiture va glisser et va partir de travers. C'est la même chose avec les marchés boursiers. On a l'impression qu'on est des généralistes, on a acheté quelque chose à 7. Si quelqu'un a acheté du Tesla et que Tesla a fait x10, x20, x30, c'est Tesla qui a fait x10, x20, x30. La question c'est, qu'est-ce qui m'a fait acheter cette société? Pourquoi? Est-ce que je suis capable de répliquer ça? Et c'est là où nous, on fait ce travail de valeur humaine, de dire bravo, félicite-toi pour quelque chose, mais rends-toi compte aussi qu'il y a un paramètre marché qui pourrait s'arrêter. On risque de rentrer dans des périodes de crise plus géopolitiques et d'autres choses. Je suis pas analyste financier, donc je laisserai Esti parler des marchés. Mais comment est-ce que les gestionnaires, comment est-ce que les clients, comment est-ce que les gens vont se comporter au moment où ce sera délicat. Et c'est là où l'information est absolument primordiale. Dans notre métier, 70% de ce qu'on fait est de l'information et de la préparation, parce que au moins, on n'a pas cette partie réactive quand les marchés vont se casser la figure de 20%. Justement, en cas de plongée de ces marchés, comment le gestionnaire de fortune se distingue-t-il avec son client Alors, il y a une phrase d'un philosophe qui dit que la crise ne fait pas les hommes, elle les révèle. Et on voit dans les crises que les gens se comportent souvent avec leurs faiblesses. Sans jugement. Mais c'est difficile d'appeler un client quand on a perdu 20%, 27% ou quand on a une performance en dessous. C'est difficile d'aller vers son patron et de lui dire qu'on ne fera pas les objectifs de fin d'année, qu'on n'y arrive pas. C'est difficile de devoir prendre la responsabilité de ce qui est négatif et de devoir parler à quelqu'un d'une sorte d'échec. La personne qui a mis 3 millions chez vous, ou 30 millions, mais à lui dire, ben voilà, malheureusement, on a mal géré les informations, on a mal pris, on va jamais dire ça, on va trouver toujours une excuse externe. Et c'est pas forcément juste. Et nous, justement, on s'est spécialisé quelques dernières années d'accompagner, que ce soit des gens de direction ou des forces de vente, à dire comment est-ce qu'on se comporte au moment où tout se passe mal. J'aimerais juste vous donner quelques chiffres qui sortent de Harvard MIT. 82% des forces de vente disent qu'ils ressentent un stress élevé en période soit de négociation complexe, ça veut dire quand il y a un paramètre dedans qui va être un paramètre négatif, qui va être émotionnel, un client qui se fâche ou on risque de perdre le client ou quelque chose, et que 90% de ces gens disent qu'ils ressentent de la peur, qui leur crée une intelligence émotionnelle négative et qui vont les bloquer. C'est la fin du moment où on est aligné avec soi-même, qu'on a l'intuition, qu'on arrive à contrôler cette partie humaine, c'est un transfert mental. Et le transfert mental, le client va sentir qu'on n'est plus authentique. Il va sentir qu'on trouve des excuses. Et c'est cette partie-là qui, pour nous, est très importante, c'est qu'il y a une façon de se préparer au conflit, il y a une façon de se préparer à la mauvaise nouvelle. On a une grande société à Genève qui nous appelle tout le temps pour amener les mauvaises nouvelles dans le monde pour eux. Parce qu'il y a toujours une façon positive d'amener une mauvaise nouvelle. Et la solidité de la relation que vous pouvez avoir, l'authenticité de la relation, souvent, et une fois de plus, je critique absolument personne et je ne fais pas de jugement, mais souvent, cette authenticité ou cette relation est descendue et le banquier... Ça m'amusait à l'époque de toujours voir des gens qui disaient « mes petits clients » et des gens qui avaient 2, 3, 4, 5 millions alors qu'eux-mêmes avaient à peine quelques centaines de milliers de francs de côté. C'est que le jour où moi j'ai 5 millions, ce qui n'est pas mon cas, je me considérais certainement comme un client important quelque part. Alors que 5 millions aujourd'hui, pour la majorité des banques, on est un client d'entrée. On aura peut-être de la chance d'avoir quelqu'un de bien, peut-être pas. Peut-être chez Flobank, 5 millions, ça fait une petite différence. Tout à fait. C'est l'idée. On enlève ces limites que beaucoup de banques requièrent, en fait. Donc, c'est, de nouveau, l'accessibilité pour tous, en fait, avoir une vraie banque privée et une relation d'investissement aussi. Comment s'organisent les échanges entre les informations, on l'a vu, pour dénouer ce genre de situation complexe et se plonger des marchés boursiers qu'on n'a pas encore connus, et vous allez peut-être nous en parler, votre conviction, votre outlook 2022. Mais comment s'organisent ces échanges entre votre département, les sales et le customer services chez Flobank? Alors, c'est un partenariat. Les sales connaissent mieux leurs clients. Pareil avec le customer service, je dirais que je les mettrais ensemble. C'est pas exactement le même rôle, mais ils ont comme plutôt un service après-vente, un peu. Alors, un petit peu. Je dirais que il y a un aspect clairement technologique, donc comment on fait et comment ça marche et comment on peut aider. Et puis après, il y a des questions sur quel marché c'est, ou si je veux investir aux États-Unis, comment je le fais, quelle heure les marchés ouvrent. Il y a toutes ces choses, on va dire un petit peu techniques et d'exécution, tout à fait. Mais c'est un partenariat entre les deux. Les sales connaissent leurs clients. Nous, on est là pour donner de l'information qui est utile aux clients.
Donc l'idée, c'est aussi que eux nous disent ce dont ils ont besoin, que eux aussi sachent faire apprécier à leurs clients le travail qui est produit par mes équipes. Donc je pense que ça revient même dans une banque traditionnelle. C'est aussi un partenariat entre les équipes de gestion et d'investissement et les équipes relationnelles. Donc ça n'a pas changé. Nous, ça se fait à l'interne. Et de nouveau, le client peut ou ne vouloir ou ne pas vouloir avoir cette relation ou juste prendre l'information qui est facilement devant lui et puis prendre ses décisions tout seul. À ce jour, FlowBank ne propose que des mandats d'exécution, justement. Allez-vous proposer prochainement des mandats de conseil discrétionnaire ? Alors, il y a une différence entre l'advisory et le discrétionnaire et donc l'execution only, ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que en première étape, l'idée, c'est vraiment, comme je vous ai dit, de donner confiance aux investisseurs et de montrer que tout le monde peut être un investisseur, tout le monde peut construire et faire développer son épargne, surtout avec des taux d'intérêt négatifs en Suisse et en Europe. Donc, ça nous permet de faire quelque chose, de faire travailler son argent. Et ça, on aimerait que ce soit accessible à tout le monde et on aimerait donner l'outil à nos clients pour qu'ils aient, donc, comme on disait avant, de la confiance et de la conviction. Je pense que oui, à un moment, on va faire donc ce qui est discrétionnaire ou si les gens sont d'accord avec nos vues, il nous faut confiance et donc ils nous donnent la discrétion sur l'investissement et la gestion d'une partie. Ça n'a pas besoin d'être tout, mais d'une partie. L'advisory, c'est donc plutôt, on va dire, un conseil, soit sur une chose en particulier, soit en continu. Mais ça requiert beaucoup de main-d'œuvre. Donc je pense que ça sera peut-être la deuxième étape. La première étape sera probablement vers le discrétionnaire. Aujourd'hui, Steve, le rôle du CNO, le Chief Negotiation Officer, vous avez un petit peu mentionné tout à l'heure, est de plus en plus important dans les affaires. Quelle est votre expérience et comment ce rôle peut aider le gestionnaire de fortune dans sa relation avec ses nouvelles clientèles ? Alors, il y a une étude qui est sortie du WEF avec McKinsey. 93% des CEO pensent qu'avoir une personne qui est spécialisée dans la négociation, la médiation ou la gestion de conflits, mais vraiment sur le capital humain, augmenterait les revenus de base de plus de 5% et les bénéfices nets de la société d'une façon probablement au moins du double. Il faut savoir qu'il y a une phrase en anglais qui dit « You don't know what you don't know ». Tant qu'on n'a pas travaillé avec des gens qui sont du monde de la négociation, on ne se rend pas vraiment compte de leur added value. Alors que toute la sociologie de la négociation, tout ce qui va aller avec la relation du capital humain dans des situations données, je vais vous donner un exemple relativement marquant. Quand on parle de crise, plus de 95% des crises, c'est des crises émotionnelles. Ça veut dire que si aujourd'hui, et les chiffres sont de nouveau marquants, si aujourd'hui, dans une crise émotionnelle entre deux personnes, un client et son banquier par exemple, et je vous expliquerai après comment on a récupéré un grand nombre de comptes qui clôturaient, c'est qu'il y a un enjeu derrière. Le client n'est pas content, il amène son enjeu. Si aujourd'hui, je fais de la résolution de conflits uniquement sur le rationnel, alors 80% des accords seront requestionnés dans les 6 mois, parce que l'enjeu n'a pas été nourri. Si je ne fais une résolution que émotionnelle, 80% seront solides au-dessus de 6 mois, mais 20% seront encore à risque. Si aujourd'hui, on fait de la complémentarité entre le capital émotionnel et le capital rationnel, on a 95% de nos accords qui tiennent au-dessus d'un an. Ça veut dire qu'il y a une vraie valeur dans le capital humain et souvent, les gens nous disent, quand on parle d'émotion, nous disent oui, mais nous, on est ici pour faire du business. Mais 80% des choix commerciaux, d'acheter une voiture, d'acheter un produit, sont des choix émotionnels. L'ensemble de notre monde est émotionnel. Pourquoi est-ce qu'on va avec des gens plus que d'autres ? Pourquoi est-ce qu'on a des affinités ? Comment est-ce qu'on gère les choses ? La valeur émotionnelle de l'argent. Absolument, mais l'argent est immédiatement émotionnel. Argent, famille, c'est les deux points qui vont ensemble. Un homme qui perd 20% de son capital, il va venir chez vous, vous n'allez pas pouvoir le rassurer d'une façon rationnelle. Donc nous, on travaille sur la même chose qu'Esti. Esti doit travailler probablement 50, 60, 70% de son temps à collecter de l'information. Nous, on collecte de l'information. Et une fois qu'on a cette information, alors bien sûr, on aime bien pouvoir faire de la prévention, mais sinon, on fait de l'exécution ou de la réponse. Ça veut dire qu'on va s'occuper d'une situation. Et le rôle de CNO, on le voit avec certains clients qu'on a, c'est que quand on va dans un pays pour, par exemple, accompagner un merger and acquisition, la majorité de ces opérations-là sont faites par des gens, des avocats ou des spécialistes qui n'ont pas vraiment de capital humain. Alors que la personne qui va vendre sa société, qui a eu 20, 30 ans les mêmes employés, il y aura une valeur humaine que si elle n'est pas prise en compte,
alors ça affectera l'ensemble du process pour aller jusqu'à un arrêt complet des négociations. Et c'est là où la valeur de notre travail, qui est en train de grandir de plus en plus chaque année, a un impact direct. La banque a ouvert son capital, 10%, à CoinShares, pionnier en matière d'investissement dans les actifs numériques. Comment les nouvelles classes d'actifs s'intègrent-elles dans les portefeuilles et notamment, bien entendu, les crypto-actifs ? Alors, il y a deux aspects de nouveau. Il y a l'aspect demande de clients. Je crois qu'aujourd'hui, dans la clientèle qui est même, alors particulièrement un peu plus jeune, mais même moins jeune, il y a vraiment un attrait, il y a un intéressement pour tout ce qui est crypto-monnaie et forcément toute la blockchain qui est derrière, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui viennent avec. Donc, c'est en tant que banque, on va dire moderne, online, on a besoin de proposer ces nouvelles classes d'actifs de toute façon. L'autre aspect, c'est intéressant de faire de l'analyse de portefeuille, de corrélation, de diversification et de voir que d'ajouter certains de ces crypto-monnaies ou certaines de ces classes d'actifs, je vais élargir ça à tout ce qui est non traditionnel, donc alternatif, que ce soit liquide, illiquide ou autre, ça peut contribuer à la performance sur le très long terme d'un portefeuille parce que ça amène justement ces éléments de diversification. Donc, ça fait partie d'une conversation sur les portefeuilles, mais je pense qu'on ne peut pas être une banque aujourd'hui et ne pas proposer toute cette série d'investissements à nos clients aussi. Vous avez parlé de corrélation ou décorrélation. Que pensez-vous de la répartition du portefeuille plutôt classique, traditionnel, avec ce pourcentage 60-40, actions-obligations ? Tout à fait. Alors ça fait des décennies que ça marche. Donc le 60-40, on a une partie un petit peu plus agressive, on a une partie un petit peu plus défensive. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le point de départ du marché obligataire. Donc on a, comme on disait déjà avant, des taux d'intérêt négatifs. Donc quand on est en cash, déjà ça nous coûte, ce qui est le premier problème. Mais beaucoup d'obligations, surtout de nouveau en Suisse, en Europe, ont des intérêts négatifs aussi, ou des rendements négatifs. Ça fait que le point de départ n'est pas particulièrement intéressant et quand c'est censé être une grosse proportion du portefeuille, ça remet ça en question. Alors, je ne remettrai pas en question l'allocation 60-40 sur le long terme et il ne faut pas essayer de regarder ça sur des trop petites périodes. Comme disait Steve, il faut regarder aussi sur le long terme. On parlait d'émotions. Février-mars 2020 et la réaction des clients dans les marchés quand tout s'effondrait et qu'on est tous devenus épidémiologues au passage. On s'en souvient. Mais quand on regarde, donc, il ne faut pas remettre tout en question pour une période comme ça. Par contre, c'est clairement un très gros sujet pour tout ce qui est clientèle institutionnelle, pour les fonds souverains, pour les assureurs, de se dire qu'ils ont toujours eu des gros portefeuilles obligataires et que maintenant, ceux-ci ne leur rapportent pas vraiment suffisamment ou ce dont ils ont besoin. Et donc, de nouveau, on revient à tout ce qui est un petit peu alternatif, à ajouter de la dette privée, de l'immobilier, du private equity, voire encore plus alternatif pour essayer de compléter un petit peu ces portefeuilles, pour les protéger un petit peu ou pour pouvoir réduire quand même un petit peu cette poche obligataire qu'on sait qu'elle va nous coûter dans le futur. Et la réaction des clients à cette nouvelle construction de portefeuille ? Je pense que les clients, on revient à ce que Steve disait. Tant que la communication, elle est ouverte, tant que, alors, de mon côté, il y a la partie plus rationnelle, donc les analyses, la recherche qui a été faite. Il y a une certaine transparence. Cette discussion. Transparence obligatoire, sinon on n'a pas de confiance. Donc sinon, déjà, il y a le problème et relation, mais ça revient même quand on a de l'analyse. On a besoin d'avoir cette confiance. Et puis, la recherche derrière, juste pour expliquer, en fait, au final, le client prend sa décision. Mais on essaye de nouveau de donner les outils, de les éclairer et de même tout simplement soulever les grosses questions. Et alors là, je parle peut-être sur un horizon un petit peu plus long. Si on parle de à 5 ans, à 10 ans, on a vraiment besoin de se poser la question de à quoi est-ce qu'on a envie que son portefeuille ressemble et pas devoir faire, si on ne veut pas, on peut très bien faire du trading plus fréquemment, mais si on ne veut pas, dans ce cas-là, ce sont des questions qu'on doit se poser aujourd'hui et qu'on doit avoir tout à fait ouvertement avec nos clients. Merci Steve. Merci Elsa. Merci Esti. Avec plaisir. Merci à tous les deux pour cet échange d'expertise sur les nouvelles clientèles et la relation du gestionnaire de fortune. Vous avez pu partager avec nos invités leur expérience client sous différents angles. La next-gen, la banque en ligne, l'investissement et le capital humain. Notre prochain rendez-vous dans Capsule abordera la transformation du métier et de la structure du gestionnaire de fortune externe, qu'elle soit choisie ou subie. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas sur Sphère TV, restez connectés.